Bonjour à tous, bienvenue sur Eurogaming pour la 8e semaine des LCS Europe. Comme d'habitude, 17h, l'heure du pré-show sur Eurogaming. Et pour m'accompagner ce soir, j'aurai le plaisir d'être en compagnie de Twix et de Hailey. Messieurs, comment allez-vous ? Absolue forme, mon cher Chips, prêt à entamer cette 7e semaine, si je ne m'abuse. Oui, c'est exactement ça. 8e. Semaine 8, bien sûr. Voilà, donc très impatient de commencer. On a beaucoup de choses à dire sur le patch, beaucoup de choses à dire sur le futur. Ouais, effectivement, archi bouillant. On a un petit Misfit contre Space aujourd'hui qui a l'air d'être bien chaud. J'ai que la semaine dernière, il y a eu pas mal d'upsets. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour un bon pré-show. Oui, alors l'Europe qui actuellement est quand même en pleine ébullition puisque la course pour les playoffs, bon, elle est lancée depuis la semaine 1, mais on va dire que là, c'est vraiment l'objectif qu'il y a dans toutes les têtes, je dirais. Encore 2 semaines, encore 4 matchs pour chaque équipe. Donc maintenant, chaque rencontre est ultra décisive, messieurs. Beaucoup de choses sont encore possibles et je vous propose de regarder donc le récap de la semaine 7 des LCS Europe. Alors, si tu peux nous afficher ça, Rock, que l'on voit un peu. Alors, le classement tout ouais. d'abord. Alors, Fnatic toujours en tête, mais d'une courte longueur devant les G2, Vitality qui s'est repris également, les Splice en bonne position puisqu'ils ont enfin réussi à faire un 2-0. Il faut dire que jusqu'à cette semaine 7, ils avaient toujours eu un résultat de 1 victoire, 1 défaite sur chacune de leurs semaines. Misfits qui se positionne également dans le ventre mou entre guillemets, mais en réalité un ventre extrêmement agité, messieurs, puisqu'on le voit. Ce n'est fini pour personne en réalité en Europe. Ouais, ça gargouille pas mal dans le ventre mou, effectivement, Chips. Les Misfits qui lâchent leur place de 4e au profit des Splice notamment et qui arrivent peut-être dans les 3 places, les 2 places les plus critiques, je dirais aujourd'hui. On est encore en lice bien sûr pour les playoffs, mais extrêmement chahuté par un bas de tableau qui au début de la saison, je pense notamment à UL et H2K, ne faisait clairement pas rêver. Et à la suite de cette semaine 7, comme on disait, il y a eu quelques petites upsets à droite et à gauche. On grappille, et du coup, Misfit aujourd'hui, c'est un petit peu la proie. C'est le tracker traqué, entre guillemets, par des Giants, par des Rockets et surtout par des UOL qui ne cessent de surprendre. Oui, UOL actuellement a 4 victoires d'affilée dans ces LCS Europe. On ne les attendait pas forcément dans cette situation, mais les choses ont changé, le travail a payé, et c'est vrai qu'après beaucoup de déconvenues et aussi quelques très mauvaises games en début de split, on a vu vraiment à l'œil nu cette amélioration du côté des Unicorns of Love, et maintenant ils deviennent une équipe dangereuse. On va dire que l'équipe qui déçoit dans tout ça, c'est quand même Schalke, parce que voilà, on a une équipe comme Misfits qui est à 7-7, Splice à 8-6, ce genre de choses. Bon, Misfits, à la limite, on les attendait un peu plus haut, mais Schalke, c'est la seule équipe qui, pour moi, est en négatif et qu'on attendait vraiment au-dessus, selon les dires de tous les spécialistes des LCS Europe, des différents protagonistes de ces LCS Europe, que ce soit joueurs, coach, analyse, commentateurs, etc. L'équipe de Schalke était quand même attendue au tournant. Et je dirais que du coup, c'est quand même la grosse déception de ce Spring Split pour l'instant, même si tout n'est pas joué, bien sûr. Non, tout n'est pas joué, et certainement pas pour ces équipes de bas de classement dans une fin d'agenda et dans une metagame qui est plutôt de niche en ce moment, avec l'apparition de cette bannière qui vient perturber un petit peu les conditions de victoire majeures de toutes les équipes. Et les équipes qui arrivent le mieux, on va dire, à assumer les conséquences de ces changements-là, effectivement, reprennent un petit peu du galon, même si c'est pas trop vrai pour Unicorns of Love, étant donné que c'est plutôt en effet un step-up plutôt individuel qui finalement se transforme en collectif. Au final, c'est vrai que les games ne sont pas, on va dire, un exemple de macro de gestion, mais en tout cas, c'est une fière bataille et qui va souvent pousser au-delà de la trentaine de minutes, même des 35. Mais pour Schalke, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, effectivement. Et ça marche peut-être même moins bien que H2K, et c'est dire un petit peu, puisque H2K, au-delà d'avoir des résultats un petit peu instables, ils ont surtout une line-up qui est vraiment plus faible sur papier, ce qui n'est pas du tout le cas de Schalke. Ouais. Même si la line-up des Choukés s'est quand même étoffée au cours du split avec des remplacements. Selfie, entre autres, etc. Ouais. Et dans la jungle, Chouk, un vétéran qui fait beaucoup de bien à l'approche de certains objectifs. Il apporte une sorte de sérénité qui ça reste loin du même. top tier quand même en termes de position, en termes de joueurs représentés.
Chouk qui est vraiment très ancien maintenant et je suis d'accord à avec l'activité toi, mais vacillante. je suis d'accord avec toi, mais comment dire, on a quand même dans une situation où finalement, qu'est-ce que c'est un très bon joueur? Tu vois, c'est assez difficile à déterminer sur League of Legends selon moi, parce que c'est vrai qu'on a souvent, on a ce résidu du joueur extrêmement mécanique qui fait beaucoup la différence, mais dans un environnement d'équipe, on se rend compte que certains joueurs peuvent apporter d'autres choses et que beaucoup de maturité, beaucoup de calme, beaucoup d'expérience peuvent finalement complètement faire la différence. Et même si on n'a pas le Chouk d'il y a 3 ans qui était capable de faire des exploits en solo quasiment avec un Lee Sin, peut-être que le joueur apporte d'autres choses. Et du coup, mais c'est difficile de donner de la valeur à ce genre d'éléments parce qu'on n'est pas dans les gaming house. Surtout disponible et expérimenté. Ça, je suis d'accord. Ouais, je te rejoins là-dessus, Chips. Pour moi, c'est le Chouk qu'il fallait en fait pour H2K, tout simplement. C'est un peu la pierre angulaire de cette équipe qui manquait. C'est un gars qui a l'expérience adéquate pour leader tout le monde en fait. Il n'a pas forcément le niveau de confiance qu'il aurait pu avoir il y a 3 ans, comme tu le disais, qui un peu, je pense, alors pour refaire des parallèles avec les joueurs NA, que pouvait avoir par exemple Dardosh à un moment donné, à savoir, on est là pour vraiment briller très fort et briller seul en fait au détriment des autres. Et c'est vrai que dans la méta dans laquelle on est, on en parle beaucoup, hein, la macro est très importante, d'autant plus sur ce patch 8.4 sur lequel il y a des outils stratégiques, on pense à la barrière de commandement qui sont hyper forts. Moi je trouve qu'il a vraiment la place qu'il lui faut, et quand on voit les joueurs qui à côté qui peuvent être un peu fébriles, alors j'avais dit inexpérimenté la dernière fois, mais tu m'avais repris à raison, on est plus sur des joueurs qui peut-être ont besoin d'être un peu encadrés, d'être un peu rassurés. Je pense à Selfie par exemple, qui était un peu, on avait du mal à trouver un peu sa place sur ses premières games, et puis plus on avance dans ce split avec justement l'aura de Chouk qui aide un petit peu là-dessus, ça se bonifie, et pour l'instant ça marche bien. On va voir. En tout cas, ils sont pas morts pour les playoffs. Clairement pas. Donc je pense que c'est la bonne nouvelle quand même. On se satisfait tous d'avoir des LCS Europe qui actuellement sont encore pleines d'enjeux, puisque c'est pas le cas de toutes les régions, on va dire, notamment en NA où c'est quand même quasiment joué sur certains points. Ouais. Il y a vraiment une grosse première. Il y a un groupe de tête, il y a une équipe qui est en chasse qui est CLG. Et pour le reste, c'est difficile. Ils sont en chasse quand même. Ils sont sur une bonne série et ils ont encore une chance d'accéder aux playoffs. C'est vrai. Et ils ont pas mal joué la semaine passée. En fait, il y a peut-être moins d'équipes en concurrence en NA pour se départager les slots. Là où l'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, à part les 2 gros titans qu'on a, à savoir Fnatic et Vitality, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, alors on va voir les résultats de la semaine passée, messieurs, parce qu'on a eu le classement donc rapide tour d'horizon. Des résultats de la semaine 7. Alors le jour 1, on avait eu une victoire d'Hero4 contre les Giants. Un match difficile pour Giants, puisqu'ils avaient la rencontre en main. Et on peut quand même parler de throw assez massif de la part de ces Giants. Ça a été peut-être la seule équipe qui a vraiment gagné l'early game et qui a perdu aussi lourdement ensuite. UOL toujours sur leur lancée face à H2K. C'était une victoire importante pour UOL dans la course potentiel à ces playoffs. Le Splice G2, messieurs, qui nous a proposé. Les Splice nous ont proposé une perfect game contre G2. Il était beau, il était très fin. Un bon petit Ivern, une belle bannière de commandement, un creep canon furtif. C'était assez intéressant, et les G2 y ont vu que du feu et ils n'ont pas du tout réagi, on va dire, aux nouvelles conditions, aux nouveaux impératifs de anti-bannière, comme garder des stacks des intégrateurs de minions, avoir un Shogat, avoir un Tankkench, une Syndra, peu importe. Mais au moins avoir quelque chose pour gérer ce problème. D'autant plus que là, la problématique était renforcée par la composition Splice. Ils ont survécu à l'early game. Ils l'ont plutôt verrouillé. Ils ont réussi à lock le premier Nashor. Et à partir de là, c'était GG, well played. C'est vrai que c'est une méta qui correspond particulièrement bien, je trouve, au playstyle Splice, qui fait partie, qui est même l'équipe la plus lente des LCS Europe. Enfin, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais il me semble bien qu'une moyenne de game qui dépasse les 40 minutes de jeu. C'est une équipe qui aime bien prendre son temps. Et je regardais un petit peu les statistiques et les compositions type en fait, qui revenaient beaucoup. On a énormément de tanks, énormément de personnages qui sont très durs à tomber et qui du coup en fait, sont permissifs, permettent justement de jouer cette serrure parce qu'on a du contrôle, parce que pour tomber un champion aujourd'hui, ça se fait pas en 2 secondes. On n'est pas sur le méta de Lee Sin et Liz, on est sur le méta sur lequel Galio est roi sur la mid lane, et ça permet du coup au Space de pouvoir dérouler leur style de jeu qui est très tactique, très stratégique. Les individualités sont beaucoup moins fortes que celles de chez G2. Je regarde les stats de Perks qui détruit tout le monde, que ce soit en DPM sur la mid lane ou sur la DC. En termes de KP aussi, c'est un véritable démon. Statistiquement parlant, c'est une anomalie. Mais voilà, dans cette méta dans laquelle le tank qui est roi, Splice domine. Ouais, après, il faut voir que Splice a des défauts en early game, mais il est travail. On va dire que l'identité de l'équipe s'est bâtie
plutôt sur le teamfight, le scaling vers le mid-late. Et j'en parlais un peu à Duke, il me disait, voilà, on doit aussi un peu s'adapter à la méta. On va dire qu'on a construit les premières briques de l'équipe sur ces bases-là, plutôt scaling, plutôt teamfight. Il me disait qu'il était d'ailleurs assez content de ses joueurs en termes de teamfight, mais voilà, il est d'accord pour dire que il y a quand même des impératifs actuels dans la méta auxquels tu peux pas échapper, à savoir être plutôt solide en early game. Donc Splyce essaie maintenant de travailler beaucoup ces aspects. Et c'est ça, et je pense que on va dire le rythme imposé dans les parties va tout à fait convenir à Splyce, puisqu'on est un petit peu dans un ralentissement. On voit assez peu, on va dire, de choses décisives avant les premières 10 minutes de jeu, et pour plein de raisons. Que ce soit les différents match-up, les jungles. Alors, la seule exception serait peut-être Xayah Rakan, qui lorsque ses drafts effectivement accélère un petit peu. Mais en dehors de ce duo-là en particulier, c'est vrai que c'est plutôt bien temporisé, et c'est simplement pour assurer les conditions de victoire au timing 20 minutes qui est devenu incontestablement le plus important. C'est devenu le point crucial de la partie. On effleure à peine les dragons ancestraux, mais sans vraiment que on arrive au second buff. Le premier encore, on a vu quelques cas, mais le second avec la réduction de 10 à 8 minutes, on n'a pas encore trop vu. Mais dans tous les cas, un jeu plus posé pour justement, on va dire, utiliser à bon escient les choses un peu pointues des recherches scientifiques Splyce, comme le Zilean qu'on avait vu en début de split, etc. Le Ivern, il est un petit peu inscrit dans cette direction, et je pense que c'est très bien pour eux que le jeu arrive un peu plus à se poser, car à mon avis, ils ont plein d'idées justement à exploiter. Et je pense qu'ils seront d'ailleurs pas mal pour exploiter le Olaf et toutes les problématiques qu'ils posent en ce moment. Alors Charles Vitality, victoire de Vitality qui du coup se réveille, messieurs. Hein, c'était important pour les Vitality, et ça a fait réagir Gilus. C'est vraiment qu'on puisse dire, qui a demandé à tous ses haters de gentiment la fermer, de repartir, de le suck, quoi. Ouais. Ouais, sucer, ouais. Voilà. c'est ce qu'il a dit, hein. Exactement. Et Misfits Fnatic, qui était aussi notre match de la semaine passée, messieurs, avec la victoire des Misfits. On va rapidement regarder les résultats du jour 2 de la semaine 7, et après on reviendra particulièrement donc sur le Fnatic, sur le Misfits contre Fnatic et G2 Splyce, qui sont les deux matchs qu'on a choisi de voir en résumé. Donc Splyce qui s'était ensuite imposé contre Rocat la semaine à 2-0 des Splyce. UOL qui continue sur sa très bonne lancée, messieurs, avec des Schalke toujours aux abois. Ouais. Et Chouquet qui surprend, après que Misfits ait battu Fnatic la veille, on s'attendait à des Misfits qui l'emportent. Et bien, ça, c'est une grosse surprise. Ouais. Très grosse surprise. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, on voit la plupart des ADC qui sont favorisés, c'est des ADC à crit avec un gros scaling. Du coup, il y a une très grosse responsabilité en termes de teamfight sur le niveau mécanique du carry AD. Et chez H2K, s'il y a un joueur qui actuellement est en train de tout exploser, c'est Sheriff, c'est leur jeune ADC. Ça fonctionne très bien avec des compositions d'équipe qui tournent autour de lui. Autant vous dire que c'est vrai, contre Misfits, il y a un profil un peu similaire entre Sama et aussi le joyeux de cette équipe-là. Je ne m'attendais pas forcément à un résultat pareil, et une fois de plus, c'est ce qui fait un peu la richesse de CLCS Europe. Ça a été chaud pour H2K, hein. C'est bien la game avec la Xayah qui fait un quadra devant le Nexus. Devant le Nexus, exactement. C'est bien cette game-là. Hein. C'était quand même très chaud pour les H2K, mais effectivement, ils ont réussi à sortir ce teamfight en late game et à résister suffisamment. Ça a pas mal débordé dans la finition au niveau des Misfits qui avaient quand même la main mise sur la partie. Mais ils ont un peu ce défaut, Misfits, quand même, sur ce split. C'est quelque chose sur lequel ils sont revenus. Hein, c'est un gros défaut, c'est un très gros défaut en 8.4, et c'est quelque chose qui peut remettre en question toute leur victoire, hein, purement et simplement. Donc pour les Misfits, c'est vraiment pas le moment de faire dans les approximations dans les fins de partie, car c'est le moment le plus important, justement. Fnatic qui s'était imposé contre Vitality avec une draft, encore une fois, qui avait une très grosse tendance à scale. Et G2 qui s'impose aussi assez facilement contre Giants, messieurs, et qui corrige le tir de cette perfect game subie contre Splyce. Day One, on va voir justement les résumés des deux matchs qu'on a sélectionnés de la semaine passée. Donc on avait Misfits contre Fnatic et ce Splyce G2. Donc quand vous voulez en régie pour nous passer ces rencontres. Donc le Misfits contre Fnatic, super match, messieurs. Énormément d'actions, beaucoup de fights, des prises de décision extrêmement agressives, beaucoup d'outplay, comme on voit là, Ilisang qui est dans la tête de Hans et qui n'utilise pas son combo
au moment d'atteindre le carry pour pouvoir après le contrôler avec une atomisation. Ilisang a été très très en vue avec son Alistar et cette Anivia, messieurs, qui est venue notamment contrer le Sion. Oui. Et la Sivir aussi au passage. Ouais, un super perso de défense aujourd'hui. C'est une très bonne réponse à Sion qui est permapic sur 8.4. C'est 100% de présence et c'est que du pic d'ailleurs. Aucun. Alors non, je dis des bêtises peut-être là-dessus. Mais 100% de présence Il va y clairement. avoir un peu de ban. Mais bon. Il y a eu un petit peu de ban par-ci par-là, mais oui, c'est un champion qui est extrêmement plébiscité. Et c'est vrai que s'il y a un changement, s'il y a une catégorie de mid laner qui sort vainqueur de ce 8.4, ça reste les mid laners à Tears. Et on sait à quel point Anivia adore les systèmes de scaling en termes de mana. C'est une d'ailleurs qui fait de bonnes choses en ce moment, je trouve, monter en puissance, messieurs. Anivia était un des champions quand même sur lequel il avait un peu brillé par le passé. Bon, on peut pas dire non plus qu'il ait énormément de pics en pro dessus. Je crois que c'était sa 3e ou 4e. Mais il a toujours gagné jusque-là avec ce pic. Et honnêtement, c'était parfaitement adapté à la draft des Fnatic. Très gênant pour Soaz, très gênant pour Reckless. C'était adapté, c'est principalement ça, et je pense que la première chose à tirer de cette game, c'est que ça ne veut pas dire qu'Anivia est un bon pick en ce moment, mais effectivement, dans la niche que représentait cette game, c'était tout à fait avantageux. Là, c'est le killer. On revoit qui fait la l'erreur game. de Reckless. Hein. Ouais, voilà, Reckless qui meurt une fois Ouais, dans la partie. une seule fois. D'ailleurs, c'est dommage parce que bon, dans le résumé, on voit pas le teamfight au niveau du Nexus, il me semble. Le teamfight qui pour le coup rend honneur à Reckless qui a sauvé Fnatic sur cette phase de jeu là, mais les Misfits qui l'emportent. 33 kills dans ce match de 54 minutes. Honnêtement, c'est une rencontre qui vaut le coup d'être regardée, donc on vous la conseille si vous ne l'avez pas vu. Et on enchaîne avec le Splice G2, messieurs, qui était la deuxième rencontre que nous avons sélectionnée avec cette perfect game de la part de Splice. Comme on le disait, ce Ivern de Xerxes, un peu la spéciale de Xerxes, ce pic. On est d'accord, c'est vrai que Xerxes c'est son pic de niche. Après, c'est pas du tout un pic qui a été imposé dans la draft Splice, puisque quand on regarde sur les autres positions, c'est extrêmement bon, voire même exceptionnellement bon. On a Xayah Rakan, on a Galio. Et Niski a été démoniaque. On a pu voir ce décalage au niveau 5 sur la top lane qui amène le first blood au Splice, messieurs. Et il en avait besoin, Niski, parce que si on regarde un petit peu ses prestations sur la semaine précédente, c'était un Niski qui, par rapport, je vais reprendre un comparatif nord-américain, mais par rapport à ce côté très clutcher qu'il avait sur la saison précédente, il était vraiment en retrait. On le sentait, alors le mot bridé est peut-être un petit peu fort, mais vraiment en train de faire une transition sur des pics plus utilitaires où il apprenait à se mettre peut-être un peu plus en retrait pour laisser ses coéquipiers se mettre en avant. Là, le voir sur un Galio, sur un personnage à roam, il a été capable de sublimer justement le très bon laning d'Odo Amné. Il a été excellent. Et Odo Amné qui continue de faire valoir comme l'un des tout meilleurs top laners européens qu'on a eu depuis quelques générations maintenant. Encore Et une bon, fois, alors, c'était pas exactement une perfect game, puisque les G2 ont Non. réussi à prendre un kill. Et du dragon, tout de même. Non, pas du dragon, non, c'est vrai que c'est pas Non, dans il y a cette juste game-là. ce kill, il me semble. Et une tour également. Mais Ouais, voilà, une tour. dans l'idée, je pense qu'ils l'ont vraiment vécu comme une perfect game, ces G2. Et nous aussi, les Splice qui ont vraiment été impressionnants de maîtrise et cette utilisation du Ivern, les buissons, les sbires bannières. Il y avait une forme d'abus absolu qui était quand même tellement bien préparée qu'on doit souligner le travail des artistes. C'est vrai, c'est finement trouvé, mais il faut quand même rappeler que Xayah Rakan a été représenté dans les deux matchs qui ont été sélectionnés pour cette semaine. Et quand on revoit un petit peu ce qui a déterminé les engages, notamment pour Splice contre G2, avoir Galio, Xayah Rakan, ça permet à peu près de faire n'importe quoi. J'ai l'impression avec le reste de la composition, honnêtement. À partir du moment où tu n'as pas vraiment un match-up top, où tu es en Gnar contre Camille ou autre chose du genre, il n'y a pas grand-chose. Tu as la priorité botlane, tu as la priorité mid. Tu as un mid laner qui a vraiment tout ce qu'il faut pour décaler et être impactant early, mid et late game. Et tu as une botlane qui, justement, peut déjà être complètement indépendante, remporter son 2v2 et avoir un support hard roaming qui sert de relais au Galio. Pour moi, vraiment le cœur de ce qu'on a vu dans les games les plus marquantes en termes de victoire la semaine dernière, c'est ces duos bots qui finalement, entre une game de Caitlyn Braum ou de Tristana, on va dire avec un autre support défensif type Alistar, on a vu moins en moins de Kalista même, mais Xayah Rakan, Kalista c'est a quand même devenu pris la un énorme nerf. elle a pris un énorme nerf. Mais elle a été jouée en Corée par les Rock Tigers. Ouais. Bon, ça n'a pas trop. Oh, ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu assez sèchement d'ailleurs. Mais Xayah Rakan, c'est devenu la pierre angulaire de la botlane actuellement. On voit les bans en LCK qui sont venus. On banne Rakan d'un côté en blue, on banne Xayah en red, on alterne un petit peu, mais c'est devenu
le focus. Et je dirais que c'est même encore plus fort et particulièrement bien senti de la part de Splice d'arriver à coupler derrière de la protection, alors que ce soit le Galio, soit la Ivern, et c'est là que ça a vraiment bien bossé du côté de Peter Dunne d'avoir les deux en même temps, puisque la seule réponse qu'on avait pu voir sur la saison, sur le Summer Split, parce que Xayah Raken était énormément plébiscité, c'était d'avoir un carré des long range, d'où la réponse Caitlyn qu'on avait eu ici. Mais avec des shields, la Xayah peut temporiser en fait le déficit de portée, avoir une phase lane qui est toujours aussi forte, qui donne la prio dont tu parlais, un scaling à toute épreuve, on le voit, le montant de DPS proposé est juste complètement scandaleux et du coup inarrêtable. Donc la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on va faire en fait pour arriver à casser ça? Est-ce qu'on peut avoir la place à des junglers très agressifs et du coup peut-être que le Ivern reviendrait de plus en plus? Yankos nous avait parlé la semaine dernière de Lee Sin, par exemple de Camille Red Smite. On a vu des Lee Sin en NA. On a vu des Lee Sin en NA qui ont plutôt bien marché d'ailleurs. Pour Optic Gaming, un petit peu quand même, parce que je... Après, il y a eu la donnée à Cadian. La réalité, c'est que c'était pas si mal que ça Non, jusqu'à ce moment. Moi, je trouve que c'est vachement weak, Lee Sin, actuellement. Surtout quand tu vois un petit peu les contenders. Donc, tu as certes Sejuani qui a peut-être un peu perdu en vitesse actuellement, mais tu compares ça à un Olaf. Olaf qui est certainement le roi de la jungle actuellement. Olaf, c'est violent. Je pense que ça décoiffe tellement que on est obligé de rester dans un pattern où on a quand même du semi-tanky dans la jungle. L'exception, je pense que je ferais, c'est Kha'Zix, parce que Kha'Zix a des avantages qui sont quand même propres, je pense. Skarner également, mais c'est devenu un top ban actuellement. On se pose encore des questions sur Olivier. Il y a encore Zach. Mais je pense que de là à passer au Lee Sin, il y a quand même beaucoup de junglers à éliminer avant que d'avoir Lee Sin en haut de la liste. Je pense on verra cette semaine. Du coup, est-ce que les prédictions de Yankos se révéleront être justes pour l'Europe? Bonne question. Alors, on va regarder les rencontres de cette semaine. Messieurs, le programme de ces 2 journées de LCS Europe. Donc, commençons bien sûr par aujourd'hui, Week 8, Day 1. Avec une entrée en matière, Vitality contre Unicorns of Love, UOL sur sa lancée, Vitality qui a réussi à briser sa série de défaites. Une rencontre assez sympa pour commencer la journée, je dirais, et la semaine. Ouais, c'est pas trop mal, effectivement. Vitality qui a besoin de cette victoire en termes de classement, puisque c'est quand même censé être une équipe de bas de classement. Unicorns of Love. Unicorns of Love qui, certes, est sur 4 victoires d'affilée, mais qui, la semaine dernière, a eu un agenda plutôt clément avec H2K et Schalke, qui ne sont pas les équipes les plus en forme actuellement, même si les résultats de H2K, bien sûr, l'upset face aux Misfits laisse discuter. Mais Unicorns of Love, ça reste quand même une team qui ne devrait pas égratigner Vitality si on s'en fie aux standings. Donc effectivement, c'est un match qui est très important. Mais bon, est-ce que ces standings veulent tout dire? Je ne pense pas. Quand on voit que Vitality a subi une série de défaites au moment où UOL montait. Donc finalement... c'est compliqué de le dire, parce que c'est vrai que en fait, c'est un chassé-croisé pour moi ce match. C'est Vitality qui part du tout en haut de l'Europe, qui est en train de descendre, qui a réussi, comme tu le disais, à stabiliser un peu la situation en coupant court à ce... Il faut toujours sécuriser les playoffs pour Vitality. Et oui, clairement, les UOL qui, eux, au contraire, sont en pleine ascendance pour l'instant. C'est des profils d'équipe qui ont quelques points communs, je dirais, dans le playstyle relativement chaotique, puisque même si c'est un chaos maîtrisé pour Vitality, des situations de 2v1, 3v1 à répétition, je vois pas un coach décemment se dire bon écoute là dans le plan de jeu mon bro à ce moment-là tu fais du 1v3 tu le remportes et ça passe. C'est une game qui pourrait pour moi vraiment partir dans tous les sens et je pense que c'est un très bon match test justement pour voir quelle est la consistance des UOL. Game ultra importante pour Vitality, t'es en fin de saison, t'es en train de perdre la place, t'as maintenu la saison, la première place pendant 5 semaines et là t'es en train de trébucher justement, il y a déjà 2 équipes qui sont passées devant, une troisième qui pointe le bout de son nez. L'agenda c'est UOL Rocat en semaine 8. Cette semaine-là, c'est la semaine du 2R. Sinon, on ne sait pas tellement dans quel état d'esprit ils sont. Mais ça, c'est des free puntos. C'est vraiment les points qu'ils doivent aller chercher pour assurer les playoffs. Parce que la suite de l'agenda sera certainement un petit peu moins clément. Giants contre Schalke en 2e rencontre. Schalke qui joue concrètement avec ses espoirs et ses rêves de playoffs sur chaque match. Et Giants qui est dans ses équipes, justement, en ballottage, je dirais pas favorable, mais en ballottage sérieux. Donc voilà, disons qu'ils ont largement leur chance d'aller en play-off. Ils peuvent aussi les louper, mais disons que c'est quand même pas trop mal parti. Du côté de Schalke, c'est quasiment, voilà, une défaite les condamnerait, messieurs. Ils sont plus dans le wagon véritablement Schalke. En tout cas, on verra ce qu'il en sera en début de cette semaine. Dans tous les cas, c'est quand même un match qui est abordable, même si, à mon avis, Giants montre quand même un état de forme nettement supérieur et surtout une synergie naturelle.
même en dehors du trio francophone, qui me semble parfaitement excéder Schalke. Alors, niveau individuel, ça reste encore discutable selon certaines positions. Mais je ne pense pas vraiment que ce soit un problème pour une équipe comme Giants que de regarder un petit peu ce match. Et puis c'est des joueurs qui se connaissent entre eux surtout. Giants, donc Joko, on a Steelback, on a Nuke Duck. Donc on connaît un petit peu l'ambiance avec ce Vitality. Ouais, pour moi, c'est le match des déchus en fait. Giants qui a vraiment survolé ce early split. Pour les Schalke, vous l'avez dit, messieurs, c'est une équipe sur laquelle il y a quand même de grosses attentes. Pour moi, c'est un peu le match de la rédemption, avec deux équipes qui ont des duo lanes qui sont quand même très fortes sur le papier. Un Vander upset, c'est quand même quelque chose qui vend du rêve d'un côté. Mais deux ADC qui galèrent en réalité. Et des ADC en difficulté récemment. Et un support qui peine à trouver son identité. Targamas, qui certes est très efficace, mais n'a pas encore apporté, on va dire, ce qui a fait de lui un support si menaçant, c'est-à-dire quelques petits pocket picks très chouilleux. Il a tenté ce Brand. Thresh, Bard, Brand. C'est vraiment 3 picks qui sont quand même assez impressionnants entre ses mains. Et j'ai cru comprendre via son historique que le Bard actuellement est pas mal travaillé. Ou le Bardo. Donc très impatient de voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de Bards qui sont sortis en Amérique du Nord. Je suis assez critique des NA sur les 2 dernières semaines. Mais s'il y a un truc que j'aime bien, c'est la sortie des Bards assez massive. Et on les a... Alors on a vu d'ailleurs plusieurs écoles de Bards qui se sont affrontées. Celle qui a été la plus plébiscitée. Les gardiens et les électrocutes. Ouais, exactement. Et c'est Afromou qui l'avait sorti en premier. Il est sorti par 2 fois d'ailleurs. Et c'est vrai que, en fait, ces deux games ont montré tout simplement en fait les limites du champion. À savoir, un Bard reste extrêmement dominateur au niveau de la lane, mais extrêmement fragile aussi. Et sur la première prestation sur laquelle il sort, je crois qu'il est sur un record de 6 morts, dont 4 d'affilée en l'espace de 6 minutes. Par contre, sur les games, par la suite, avec un peu plus de travail, un peu plus d'échantillons sur lesquels il essaie de peser le pour et le contre, on s'est rendu compte qu'effectivement, au niveau du bot side, c'est une réponse en 2v2 pure qui est extrêmement forte et peut-être l'un des arguments qui pourrait arriver à commencer à détrôner le Xayah Rakan. Écoute, on va voir ça, Ellie, on va voir ça, mais beaucoup de choses sont attendues pour ce match. Difficile à pronostiquer, même si voilà, on dirait tendance Giants Splice. Misfits, messieurs, c'est notre rencontre de la semaine d'ailleurs, il me semble. Oui. Ce Splice contre Misfits, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous évoque Rapidement, parce qu'on va faire le tour des rencontres vite fait. Après, on aura donc les 2 matchs qui nous concernent vraiment. Et ce Splice Misfits, on y reviendra en infographie. J'espère avoir une guerre de bannières. J'espère avoir une guerre de macro, voilà, un petit peu voir un jeu d'échecs s'assembler face à face avec, voilà, j'avance ma pièce justement parce que j'ai la meilleure botlane et ça répond parce que moi j'ai l'avantage topside. J'attends vraiment un match qui se rend coup pour coup un petit peu comme le Misfits Fnatic de la semaine dernière et qui se termine vraiment en toute fin de partie. C'est ça que je veux. Alors moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à savoir qui soutenir dans ce match. C'est un broticide, si tu me permets l'expression, Chips. J'avoue que elle est de toi. Alors, merci. Tu te donnes toi-même le droit de l'utiliser, là, Ellie. Merci, Chips. Pour le coup, c'est 2 écoles qui se confrontent, qui sont assez différentes, je trouve. Pour moi, Misfits a l'avantage sur le plan, on va dire, mécanique. Les joueurs sont peut-être un peu plus énervés individuellement que du côté de Splice. Maintenant, il y a un sens stratégique chez Splice qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs sur la compréhension de la méta et sur le reste. J'avoue qu'une guerre de macro me semble un terrain de prédilection. Ce sera sympa. Maintenant, on parlait de Pocket Pick tout à l'heure. Misfits, c'est le genre d'équipe à se dire, ok, vous êtes des bons joueurs d'échecs, très bien, on va jouer ça en pugilat. On va vous rentrer dedans plein pot avec des phases de ligne qui sont très très fortes. Ouais. Moi, je garde à l'esprit que c'est pas impossible qu'on ait des petits fromages côté Misfits quand même. Moi, je serais dégoûté en tout cas que la game se joue juste parce qu'il y a eu un outdraft type ce qu'on a vu en LCK début de semaine. On draft Sejuani dans Olaf et on se fait complètement déboîter. Ça, ce serait vraiment la déception. Ce serait chiant parce que on est en BO1, donc on a toujours envie de voir un peu plus. G2 contre H2K, messieurs, on va pas trop s'attarder sur la rencontre. Fnatic Rocade, pareil. Bon, normalement, des rencontres qui doivent être dominées par les équipes numéro 1 et 2 des LCS Europe. Il y avait un superbe plan sur toi, Twix. Mais justement, je pense que le public était avide de voir tes réactions dans ce genre de cas. Et donc, le programme de la 2e journée, s'il vous plaît, rapidement. Donc, Misfits contre Giants. On verra après. Honnêtement, le truc, c'est qu'en fin de saison... Tout est possible. J'ai envie de dire, les résultats du jour 2 sont énormément influés sur ceux du jour 1 quand il reste que 4 matchs à jouer. Enfin, tout snowball énormément en termes de confiance, de mental. Alors d'ailleurs, je voudrais revenir très rapidement sur le jour 1, sur le G2 H2K, qui pour moi reste peut-être l'un des matchs les plus importants de cette journée-là, puisque
H2K, il a l'image des UL, l'image de ces petites équipes qui sont en train de monter en puissance. On a eu des scénarios dans lesquels les gros cadors en fait, de saut de classement sont tombés. Et ça, pour moi, c'est un match. Les points sont tellement faciles entre guillemets à prendre pour G2 que c'est un gros match coup près. On pourrait clairement se faire surprendre. Et je pense que là-dessus, on pourrait avoir quand même quelques petites surprises. En tous les cas, ça va dans ce d'autant type plus de qu'H2K n'a ballottage, pas hein. grand-chose à perdre. Ouais, entre voilà, guillemets. c'est un petit peu ce côté animal blessé pour H2K qui peut être intéressant. Après, quand même, quand on voit l'affiche, ça doit être une formalité pour une équipe comme Normalement, G2. oui. Ouais. Normalement, oui. c'est un bon 25 minutes bien tassé. Et je dirais presque même la même chose, pardon, j'ai un peu bégayé, pour Fnatic Rocat, qui me semble être un match mais totalement déséquilibré au niveau des deux équipes. Et surtout, vu les conditions de victoire actuelles, c'est plutôt les équipes qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui ne sont pas finalement des agglomérats de mercenaires. Des agglomérats. Oui, ça se dit, c'est Ouais. agglomérat. Des Mais, accumulations de mais mercenaires. attention quand même pour Fnatic, parce que je te rejoins quand même dans les grandes lignes, mais ne pas oublier que Fnatic récemment joue beaucoup pour le late game, fait Ouais, assez non, mais confiance je suis à ses joueurs pour scale. Et Rocat, franchement, ils sont pas mauvais lorsqu'il s'agit de prendre un early game à leur compte, de dérouler. On les a vus beaucoup abuser du split push. C'est des joueurs qui savent abuse justement, donc je ne serais suis pas d'accord étonné qu'ils avec toi, abusent de mais ce premier baron. Tu vois. J'attends quand même d'une équipe comme G2 ou d'une équipe comme Fnatic que de savoir tout de même que Ouais. le baron nageur, c'est le timing le plus important. Donc, même si on fait une draft allez, qui est mid-late game, comme ils en ont l'habitude, la Sivir, machin, on sait jouer avec, du chêne et tout, c'est cool. Bah, ok, mais du coup, préparez des solutions pour les bannières de commandement et ne vous faites pas finalement avoir par Oui. des choses aussi simples. Ouais. C'est pas vraiment, j'ai pas vraiment peur que les Rocat ou H2K performent. J'ai peur que les G2 ou les Fnatic ne performent pas et se fassent avoir par des choses simples. Mais c'est le problème de cette méta, Voilà. hein, c'est qu'il suffit d'un petit accro dans un plan de jeu, dans une belle machinerie bien huilée pour que tout parte en sucette. Parce en que fait, maintenant, hein. les Il choses se suffit d'un prévoient achat. et un rush bannière de commandement, ça se prévoit et on peut pas réagir dans la seconde. Si on n'a pas de solution, ça se fait à la draft et ça se fait à la sélection de runes. C'est vraiment important. Et alors messieurs, on va donc passer comme promis en infographie aux deux matchs sur lesquels on veut vraiment mettre l'accent dans cette 8e semaine. Donc on a premièrement le Splice contre Misfits. Et ensuite on a choisi une rencontre, alors pas forcément la plus orthodoxe en termes de choix, mais vu la tendance en faveur des UOL cette semaine, je me suis dit que le petit UOL contre Fnatic du jour 2 serait sympa. Donc on verra un peu ce que ça donnera en termes de stats. Donc premièrement le Splice contre Misfits. En régie s'il vous plaît. Et c'est vrai que le UL Fnatic, je trouve, est hyper intéressant. Il va quand même beaucoup dépendre des résultats du jour 1, mais Dans tous disons les que cas, si UOL gagne et qu'ils sont à 5 victoires d'affilée, qu'ils arrivent contre les Fnatic là, ça va c'est être un deux match équipes sympa. avec une identité forte, effectivement. Mais bon, alors d'abord Misfit contre Splice. Il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. On sait être derrière en fait. Si pour moi il y a une chose qui ressort de ce graphique pour Splice, c'est que on est derrière en early game. C'est quelque chose qui est assumé et c'est quelque chose qu'on est capable de retirer un avantage derrière. Bah, les drafts sont bien travaillés, elles sont équilibrées, elles sont bien maîtrisées par les joueurs. Ils savent à peu près comment les jouer à n'importe quel stade de la partie. Et il y a une progression qui est très intéressante à ce niveau pour les Splice. Maintenant, déficit en early game, il y a. Hein. Bon, personne n'est surpris, on en parlait un peu pendant la première partie du pré-show. Il y a un vrai déficit en début de partie pour Splice. Et c'est là que je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la jungle en fait, Ouais. avec des jungles proactifs. Je pense que typiquement ce genre de match, c'est le match dans lequel chez Misfit, il ne faut pas hésiter à sortir de quelque chose qui sort un petit peu des sentiers battus et qui est capable surtout de mettre une grosse pression dans l'early game, que ce soit par des phases de gang très fortes. Je peux penser à Rek'Sai par exemple. Que Max Lord, il a peur de toujours rien aimé. en termes de pick, j'ai l'impression. Ça peut être de la Rek'Sai, ça peut être des jungles à contre-temps, comme on a pu le voir sur du Ivern dernièrement, sur du Graves aussi, qui pourrait peut-être arriver à se glisser par-ci par-là, pourquoi pas du Kane. En tout cas, pour moi, s'il y a une clé pour Misfit là-dedans, une clé facile à utiliser, c'est en fait viser les rotules, taper là où ça fait mal. L'early game est faible, il y a des pics qui sont forts, le Red Smite est très fort aujourd'hui, il faut en abuser. Mais ce qui est intéressant, c'est que Misfits n'ont pas de mal en général à abuser de leur league game, mais c'est vraiment la finition qui pose souci chez eux. Et on s'est intéressé plus particulièrement au match-up entre deux joueurs, Max Lord et Xerxes, si je ne dis pas de bêtises. Et messieurs, donc, alors qu'est-ce que ça vous inspire? Deux joueurs quand même qui animent la jungle. On voit un gros avantage. Alors notamment, moi, ce qui m'a marqué entre les deux joueurs, c'est le score de vision. Ouais. C'est Même des Wardbot. si, C'est des stats de Wardbot encore. ouais, même si le problème, en fait, c'est que maintenant qu'on est passé au 8.4 et qu'il n'y a plus le couteau du pisteur, est-ce que cet avantage de vision
qu'avait Max Lore est encore une réalité. Mais pour moi, cet avantage de Plus vision, vraiment. il veut surtout dire que Max Lore, c'est être au bon endroit au bon moment. C'est qu'on a peut-être une compréhension de la carte et des rotations qui est accrue pour Max Lore, qui a, faut le dire aussi, un plus d'expérience que exercé actuellement. Maintenant, les poules de champions ne sont pas forcément représentatives. Il n'y a de ce pas que tous les jouerait. champions non plus. Hein. Il y a du Ouais. Kha'Zix pour Max Lore, il y a Ivern pour Xerxes, enfin il y a d'autres pics, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Pour moi, je pense que Max Lore a plus, est peut-être plus affûté aujourd'hui. Maintenant que Xerxes a toujours son côté un peu savant fou, en fait. Qui jouera le Olaf? Si un des deux devait jouer l'Olaf. Aucun. Non, Non, ouais, aucun. Olaf Skarner, c'est un pick qui est à bannir instantanément. Et quoi qu'il arrive dans les deux drafts, Je sais pense qu'en tout cas, Duke m'en parlait, il me disait Non, mais bon, c'est pas possible. Olaf c'est vraiment OP Ça passe pas actuellement, inaperçu. donc ce serait étonnant que Splice se laisse passer. On devrait certainement se retrouver dans une situation de Sejuani Isaac avec peut-être autre chose sur le bord, mais quelque chose de relativement tanky. Je pense pas qu'il y ait un des junglers qui se chauffe particulièrement et vienne sortir une Draktar, sauf si Kha'Zix est dispo. Ça, faut pas l'exclure. Mais cependant, il y aura la top lane. La top lane, je pense que ce sera là que la draft va principalement se jouer. Le match-up mid devrait être plutôt neutre à base de Corki ou des choses comme ça. Mais top lane, qui aura la Camille et comment la Camille sera draftée? Est-ce qu'il y aura un Tahm Kench en réponse ou pas? Ça, ce sera la véritable problématique, je pense. Une autre problématique qu'il ne faudra pas sous-estimer, c'est ce bot side. Hein. C'est le Xayah Rakan dont on parlait tout à l'heure. Xayah Ouais, bien qui, sûr. après le J'attends de Kog'Maw, voir, mais s'il y a des premiers bans qui passent, normalement, c'est ban toute la journée parce que c'est vraiment le Ouais. truc du moment, comme Olaf en fait. oui, comme Olaf, c'est vrai. Après, une fois de plus, à voir qui aura la pression. Si côté Misfit, on arrive à drafter une duo lane forte en early qui a cette fameuse pression, donc Xayah Rakan de manière caricaturale, mais pourquoi pas une Caitlyn plus X support utilitaire, on pourrait avoir un cas de figure effectivement de double tank. Maintenant, je pense que côté Misfit, on est capable d'arriver à une fois de plus sortir un petit peu des sentiers battus, sortir des petites têtes un petit peu plus agressifs. Après, comme tu as dit, il faut voir au niveau des side lanes. Je parlais de la Camille, le Sion aussi va être peut-être un pic relativement important. Sion toujours assez important. Sion mid, attention. Attention. Parce que Sion mid, ça a quand même été pas mal montré en LCK et en fait, on sait que c'est bossé en Europe aussi en sous-marin. C'est ça. Après, c'est moins le Sion mid que le Sion flex, je pense quand même, parce que c'est vrai que le pick en première rotation, ça pose des problèmes parce qu'on ne sait pas tellement sur quel pied danser. Mais c'est vrai que si la position du Sion mid est évidente, le pick il perd quand même pas mal d'intérêt. Il wave clear très très bien et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même pas un pick mid lane qui est game breaker. Il est game breaker parce qu'il a la meilleure transition imaginable sur la bannière de commandement. Oui. Et que du coup, à 20-25 minutes, effectivement, c'est un pick qui est plutôt strong et qui fait suffisamment de dégâts magiques. Par contre, si on va un petit peu trop loin, on a vu ce cas-là justement la semaine dernière, des compositions full AD avec un seul AP, c'est Sion mid. Sion mid, ça fait pas autant de dégâts Non. que Galio. Donc Non. voilà. C'est vrai, après c'est vrai que quand on voit le profil des mid laners qui sont pick aujourd'hui, qui sont favorisés, ça reste quand même du bon gros sac très solide, du match Ouais, control mais comme on les aime. c'est un Galio qui se build en liandry, qui se build avec justement des items offensifs et c'est Si on pas des peut pas Galio trop spirit faire visage. ça, quoi. ouais. Si on peut pas trop faire ça, je suis assez Mais d'accord. ouais, non, mais c'est sûr que Sion reste un pic de Sion mid reste un pic de niche, comme tu l'as dit. Il faut Il voir s'arrête au masque faut voir- abyssal en fait. faut ça, voir le tout problème. le contexte autour, qui est effectivement le côté flex, le côté champion très fort, early mid, porteur de bannière, qui poussent dans leur retranchement, donc sous leur tour, la plupart des mid laners actuels. Ouais. Donc il y a une situation qui est très spéciale pour le Sion mid, mais voilà, il ne faut pas le sortir de l'équation, je dirais, ça reste une vraie possibilité. Et à mon avis, certaines équipes vont abuser de cette possibilité de flex, hein, bien sûr, on verra dans les drafts. Aujourd'hui, il nous reste un match à voir, messieurs, c'est le UOL contre Fnatic du jour 2. Alors une rencontre qui va quand même être sympa. C'est- Et voilà, c'est beau. Franchement, le graphique les est stats beau. de UOL sont quand même remontés, messieurs, il faut le dire. C'est plus l'équipe pourrie qu'on avait en début de saison récemment. Ben non, c'est vrai, hein, ça reste deux identités fortes de l'Europe aujourd'hui, hein, UOL et Fnatic, deux fanbases qui s'affrontent déjà depuis un petit moment, et je trouve que vraiment, ce diagramme illustre parfaitement le fait que ce soit deux écoles complètement différentes. Chez Fnatic, on aime faire les choses proprement, j'ai envie de dire, c'est lécher, c'est travailler sur le long terme. Enfin, c'est Côté pas UOL, toujours propre le scaling des Fnatic. Hein. D'ailleurs, C'est l'objectif. Ce serait une sorte, ce serait un reproche que j'aurais à leur faire tout de même. C'est que c'est pas toujours clean à 100% le scaling Fnatic. Parfois, on passe par des phases où tu te dis bon, ils auraient peut-être pu un peu éviter de se mettre dans cette situation quand même. Mais de leur côté, UOL, en fait, alors, la Goldif à 15. Le truc, c'est qu'on prend tout le split, mais je pense qu'en fait, la Goldif récente à 15 des UOL est beaucoup plus élevée que ça, en réalité. On les voit beaucoup plus prendre à leur compte leur league game. On a vu un abus la semaine passée, UOL qui a essayé de faire triple bannière
messieurs. C'était peut-être trop quand même, triple bannière en soi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Une, deux. deux, pourquoi pas, pour mettre beaucoup de pression. Trois, Je trouve qu'il y a ça besoin de 3 bannières. Ça correspond bien au playstyle des UL. Hein. C'est bah oui. Il y a pas besoin de 3 bannières. Ça Regarde marche. Etix, regarde Etix. Allez-y, Regarde allez-y. Mais exprime Il n'y a pas besoin de 3 bannières. Il n'y a pas besoin de 3 bannières. Est-ce que tu es OK pour le chiffre 2? 2 bannières, ça peut se défendre. Ça dépend des réponses qu'on a en face. Et effectivement, s'il y a quelqu'un qui gère relativement bien les minions, donc ici on pense à Tahm Kench, on pense à Syndra, on pense aux désintégrateurs. Oui, pourquoi pas, pas de souci. C'est surtout pour l'avoir sur plusieurs lanes, en fait, finalement, et avoir une bannière top, une bannière bot avec le top laner qui défend quand tu gagnes. Peu importe, parce que l'intérêt d'avoir la bannière, c'est que tu peux la lancer depuis le début de la base et après tu mets qui te veut qui surfe dessus, qu'il ait la bannière ou non, il a le minion. 3, c'est abusé. 3, c'est abusé, ça sert à rien. Le truc, faut savoir que le canon actuellement, il met 6 coups à la tourelle, elle est down. Il n'y a pas besoin de 3 bannières. Ouais. Ouais. Et du coup, messieurs, alors on avait aussi le match-up des joueurs du côté de UE. Donc on avait choisi la mid lane, messieurs, parce qu'Exilé, on l'a quand même beaucoup critiqué l'année passée et à raison. Mais il est quand même en train de revenir récemment. Ses stats sont de plus en plus intéressantes. Ok, c'est peut-être pas Caps, mais on commence à retrouver un joueur qui n'est plus une véritable carpette sur la mid lane en fait. Ah, il revient de super loin et je pense que le switch de méta lui a fait beaucoup de bien puisqu'une fois de plus on repart dans un scénario, je vais dire, de semi-adécentrique. Pas complètement décentrique parce qu'on n'a pas non plus une omniprésence des supports à Ardent, à protection, des Janna, des Lulu, etc. Mais il y a tellement de sac à HP, il y a tellement de contrôle, en fait il y a tellement de dispositifs mis en place pour mettre en avant la DC que Exilé est passé d'une position sur laquelle il était un peu fer de lance, j'ai trouvé chez UL, une position qu'il avait du mal à tenir. Hein. Je trouve un joueur qui a quand même pas mal de mal à tenir la pression, à une position sur laquelle il va être là pour encaisser, setup des contrôles pour mettre en avant ses coéquipiers et ça lui va très bien, ça lui va très très bien, notamment pour Samux, ça lui permet de tout défoncer en termes de stats. Maintenant chez Caps, Caps c'est aussi l'une des grosses incohérences statistiques de cette saison de League of Legends saison 8. On a dépassé les 780 de DPM je crois. Il est au-dessus de 20% de la moyenne des joueurs à son rôle. C'est une machine, mais il a quelques défauts quand même, Cap. C'est que parfois, il force un peu trop en lane. Et ce qui est intéressant, c'est que ses statistiques en termes notamment d'XP ou autres à 15 sont souvent dans le négatif. Alors pas énormément, mais ça marque quand même une tendance qui est... C'est pas non plus un joueur sûr à 100% en lane, Cap. Il a un orgueil de fou, c'est un joueur qui BM, c'est un joueur qui clash un petit peu. Et surtout quand on se souvient des précédentes rencontres Fnatic UOL, notamment à l'époque où Exilé il arborait le talon, c'était n'importe quoi les duels Exilé Caps à grands coups de Cassiopeia, le mec qui flashine dans tous les sens. Ça a toujours été des rencontres explosives, sauf bien sûr pendant la période où UOL était vraiment au ras des pâquerettes. Donc ça c'est gros danger pour Fnatic parce que Caps il va s'embarquer dans une guerre d'orgueil avec Exilé. Ils vont prendre des champions de débiles et ils vont ban tous les galéos, tous les trucs comme ça, les Sion et compagnie. Ils vont se retrouver 1-1 mid, Corki contre on ne sait quoi, et ils vont essayer de se la mettre. Et si Caps ne gagne pas, effectivement, ça pose souci à Fnatic, qui est normalement la meilleure équipe et qui devrait tranquillement investir sur Reckless Caps et laisser le reste faire le travail. Mais ouais, moi je le vois comme ça ce match. Je vois Caps être là. C'est pas impossible effectivement que UL et notamment Exilé crée la surprise sur la mid lane. On est dans une situation où voilà, enfin la tendance est clairement en faveur des Fnatic, mais attention, ces UL sont en forme, ils arrivent à faire des jouets à peu près tout le monde. Et puis ils sont décomplexés, hein. On revient sur la triple bannière de commandement, mais alors c'est peut-être sous-optimal, mais c'est le genre d'équipe qui peut tenter ça en fait. Et ça veut dire que c'est une équipe qui peut tenter tout et n'importe quoi, mon bon Twitch. Vous vous rendez compte de l'investissement quand même en gold à travers l'équipe pour 3 banners. Enfin, c'est insane. Mais UL est insane de base. Hein. Mais potentiellement, tu jettes 4500 gold. D'ailleurs, messieurs, pour parler très rapidement de cette bannière de commandement, on voulait finir ce pré-show en discutant un peu de l'item. On est sur une niche en 8.4 puisque le 8.5 change quand même drastiquement la donne au niveau de la bannière de commandement. Bonne ou mauvaise chose dans l'état actuel, finalement, cette bannière? En 2 minutes, on en discute. Alors déjà de base, je pense que dans les faits,
l'idée n'est pas mauvaise, le fait d'avoir justement une bonne synergie avec les minions pour prendre des objectifs plutôt que d'être vraiment dans du wave management. En gros, c'est comme si on gérait de la chair à canon pour prendre les coups de tourelle et appliquer le debuff. C'est ça les minions actuellement. Et ils font pas vraiment des dégâts qui sont palpables. Et là, il y a une sorte de proactivité qui est quand même intéressante. Je trouve ça appréciable et c'est vrai que l'item bannière de commandement, et on savait qu'anciennement avec les 124 promotes, on savait que c'était une volonté de Riot Games et ils veulent revenir là-dessus et je trouve que c'est une bonne initiative. Cela étant, ils se sont complètement foirés sur les réglages. Faut dire ce qui est, le truc qui met 6 coups et c'est terminé. Effectivement, c'est trop. Mais l'idée est ok, je trouve. En même temps, est-ce que c'est pas l'objectif du Baron Nashor de pouvoir rapidement prendre des tours? Enfin voilà, moi, je me fais l'avocat de cette bannière de commandement. Est-ce que c'est normal, finalement, qu'une équipe gagne toute la game, écrase tout le monde? Alors vous voyez, Riot qui avait fait une vidéo assez fun. Alors, je sais pas s'il y a le son, mais faut pas hésiter à mettre le son parce que c'est assez drôle. Et voilà, bon, c'est leur fameuse vidéo où normalement ça fait trop mal. Enfin, c'est les vidéos où normalement ils montrent un peu les skills utilisés par les champions pour faire leurs actions. Là, vous voyez la bannière de commandement. Bon voilà, auto-attaque. Oui, c'est massif, mais en même temps, est-ce que c'est pas chiant d'avoir des équipes qui parfois perdent absolument tout et juste se recroquevillent sous leur tour pendant 30 minutes et tiennent comme ça? Est-ce que ça, c'est pas de l'abus non plus? Alors, déjà, la plupart du temps, ça fait des games légendaires. Quand même, parce que les conclusions, les games, c'est le moment, c'est le clutch, le mec qui fait la bavure. Obligé d'avouer quand même, Twix, que cette saison, on en a eu beaucoup. Ça fait également des games à rallonge. C'est pas vraiment le fait que la game dure longtemps, c'est qu'elle dure longtemps et qu'il se passe rien. C'est plutôt ça le problème finalement. Qu'elle soit longue, pourquoi pas. Mais vas-y. Il n'y a aucun problème. Justement, ça me permet d'apporter un point que je voulais mettre en avant, Chip, sur le fait de toi qui es le grand avocat de ces bannières de commandement. L'un des gros intérêts de l'item, c'est qu'on voit beaucoup de slow push qui sont mis en place depuis déjà un petit moment. C'est l'une des bases de la macro game. Ça permet de le mettre en place, comme tu disais, Twix, depuis la base. Et du coup, ça veut dire que ça libère un champion plus tôt dans la partie. Ce qui, pour le coup, en fait, permet, pour moi, au niveau des joueurs, on parlait de la prise de vision par exemple tout à l'heure, d'être plus mobile, en fait, d'être plus proactif et du coup de pouvoir générer plus de jeux, tout simplement avec un jeu qui est, on va dire, plus punitif, même si les champions ne le permettent pas forcément, puisqu'il y a moins de vision. Du coup, ça permet d'octroyer plus de ressources, tout simplement, à cette prise de vision, à cette faculté à pouvoir fight. Maintenant, pour revenir sur l'équilibrage de la bannière, pour moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir effectivement un outil aussi fort. Maintenant, ça ne doit pas être rédhibitoire. Il doit y avoir un contre en fait, à proposer. Et dans l'état actuel, on en a vu sur un 8.4, des contres efficients sur la bannière 8.4. C'est là où ça me gêne pas trop en fait, moi. Il y a plein de contres, des intégrateurs de minions, c'est un très bon contre. Hein. Moi, 550 de portée, c'est juste que tu avances, c'est ok quoi. Donc le nerf n'est pas légitime, Twix? Non, j'ai dit qu'il y a des contres, j'ai pas dit que le nerf n'était pas légitime, ça n'a absolument rien à voir, ce sont deux propos qui moi j'aimais bien le jeu comme il était parce que je le trouvais en fait hyper dynamique. Oui, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que vraiment les matchs n'avaient pas de temps mort avec les bannières de commandement et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'Europe la semaine passée parce qu'il y avait énormément de jeux. Je reviens rapidement sur le bandeau qui est affiché ici. Alors, ce sera pour le post-show. N'hésitez pas donc à répondre au hashtag OGLOL, à y réfléchir déjà un peu. Voilà, le sujet qu'on abordera, c'est la situation de Schalke 04. Pour l'équipe, serait-ce le syndrome Nuke Duck, messieurs, à savoir annoncé comme brillant, qui démonte tout le monde en scrim, tout le monde a peur d'eux, mais en fait, finalement, qui fait flop. Et je dis pas que c'est forcément à cause de Nuke Duck cette saison, mais voilà, je me suis dit que cette phrase est de moi, hein, donc n'hésitez pas à réfléchir un peu sur le sujet, à partager vos avis au hashtag OGLOL et on en reviendra lors du post-show. Messieurs, je pense qu'il va être temps de conclure. On aura le temps de parler de nouveau de cette bannière de commandement, bien sûr, dans les matchs. On est encore dans la semaine de la bannière de commandement. Et du coup, on devrait avoir des matchs extrêmement dynamiques. En tout cas, c'est l'avocat de cette bannière qui parle. On se laisse ici. On se retrouve dans quelques minutes pour le début de la 8e semaine des LCS Europe, jour 1. Et ce Vitality contre Unicorns of Love.